Bien, bonjour à tous, madame, messieurs. La presse est disponible en kiosque. La Nouvelle Expression parle des prisons de Koningui ce matin. Le vice-président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, coincé, c'est le grand titre proposé par le journal. Le journal explique d'ailleurs que l'audience d'hier, une fois de plus, a été renvoyée au 18 juillet 2020 en torse donc grave, selon les avocats du Mamadou Mota et compagnie. Plusieurs dizaines de prévenus, ne s'exprimant qu'en anglais, ont été auditionnés au cours des enquêtes préliminaires en français, puis jugés donc et condamnés en français par les magistrats qui ne parlaient pas anglais et qui donc ne comprennent pas aussi ce que les prévenus disaient. Le journal le propose d'ailleurs ce matin en page 3. Le journal parle également des États-Unis avec celui-là qui a tué son épouse et s'est suicidé par la suite. Exaspéré, Christophe Takam, qui vit donc aux États-Unis, n'aurait pas supporté justement une publication de l'amant de sa conjointe. C'est à lire en page 2. Et on parle également de Parlement en congrès, le Sénat en mode de figuration. Tout cela dans le journal. Fin de parcours, gain à la route et s'en est allé. Le journal est revenu sur l'article ce matin en page 4. Le journal parle également du port de Kribi, avec les dirigeants du port du KPMO en colère. Ces derniers dénoncent d'ailleurs leur éviction de la gestion du port du terminal à conteneurs par un décret. C'est en page 4. On parle également de Bomonoba Mengue. Vive tension sociale avec les villageois qui revendiquent notamment des hectares de terrain ou de terres indûment ventilés. La police a donc été fortement mobilisée pour étouffer la contestation. C'est en page 7 de la Nouvelle Expression. D'autres informations sont contenues dans le même journal. Si vous faites un tour en kiosque, le journal Le Jeune Enquêteur de ce matin parle également de fausses chefferies et tripatouillage foncier à Bomonoba Mengue. 3 chefs recherchés et traqués également. Les populations en ébullition. Dossier à lire de la page 8 à la page 9. Le même journal parle de l'incertitude sur le programme des obsèques de Fosse Victor. Un verdict attendu au tribunal de Paris-Nanterre avec 2 milliards de francs CFA de toutes les convoitises. Le grand-père jette donc un pavé dans la mare. Les autorités aéroportuaires de France saisies à cette occasion. Les 3 camps donc qui s'affrontent. Et aussi, on parle des images qui viennent du tribunal de Paris. C'est en page 5 du journal, disponible en kiosque ce matin. L'autre journal disponible en kiosque, c'est le quotidien Le Messager qui parle notamment de Conseil supérieur de la magistrature vers la fin de l'immobilisme. C'est la question que se pose le journal ce matin. Le journal fait savoir que 3 ans après la tenue de la dernière session, le président de la République a donc signé hier 2 décrets nommant le secrétaire général et les membres de cette auguste institution. C'est à lire en page 3 du journal. Le même journal revient également ce matin pour parler aussi du ministère de la Santé avec une question où est passé justement le fonds de solidarité. C'est la question que se pose le journal. La réponse est contenue dans le journal en page 3 précisément. Le journal parle aussi de l'affaire Mamadou Mota. L'audience renvoyée au 18 juillet. C'est le journal qui propose donc l'information ce matin. On parle aussi du 16 juin, qui est la journée de l'enfant africain, puisque c'est ce jour. Enfants cherchent désespérément justice. C'est un dossier également à lire dans le numéro disponible en kiosque ce matin. C'est Le Messager. Et puis, mutation à autre chose, parlant de diplomatie. Le mystère Guilou, c'est ce que le journal propose également ce matin comme titre aussi. C'est un dossier à lire de la page 8 à la page 9 et d'autres informations contenues dans le journal Mutation. Émergence pour sa part par le crise anglophone. L'ONU fait le bilan de 3 ans de guerre. C'est le journal qui propose également cette actualité. Selon notamment l'organisation internationale, la situation continue donc assez détériorée du côté des régions anglophones. Qu'est-ce qui se passe concrètement? On a cru qu'avec la pandémie du coronavirus, les choses pourraient être donc calmes, mais que non. La situation reste donc dramatique de ce côté-là. Le journal parle également de Cameco. La dette salariale inquiète jusqu'ici et on s'intéresse aussi à l'électrification rurale. 88 milliards de francs CFA pour électrifier 1 million de personnes. C'est le journal qui propose également l'autre sujet. Et puis le quotidien Le Jour de ce matin s'intéresse à la session parlementaire. Éric Tindjé propose une modification de la Constitution. C'est ce que le journal propose également ce matin. Parlant aussi de l'aéroport de Berthois qui est donc à l'abandon. C'est une actualité également contenue dans le journal Le Jour. Le journal parle également de mort de Ouazizi, les réactions de l'honorable Nietzsche et bien entendu Peter William Manjo à lire dans le journal, disponible en kiosque ce matin. Le journal Essentiel Cameroun s'intéresse aux finances publiques, le Trésor
déconfiner carrément. C'est ce qu'on lit dans le dossier proposé par le journal et d'autres informations également contenues dans le journal Essentiel Cameroun. Et puis Cameroun Tribune parle du Conseil supérieur de la magistrature, de nouveaux membres déjà nommés, les titulaires et les suppléants, ainsi que le secrétaire général de cette instance ont été d'ailleurs nommés hier pour un mandat de 5 ans par le texte du président de la République. C'est à lire dans le journal. Dossier également ce matin dans Cameroun Tribune. Le journal est en kiosque, tout comme l'économie qui parle également de l'accès à l'électricité. La Banque mondiale comble le déficit en zone rurale. C'est à lire dans le journal. Le journal a d'autres informations économiques également à lire ce matin. Voyez-vous, vous aurez l'occasion de parcourir le tabloïd en question. On va terminer avec Relais d'Afrique qui s'intéresse à Ibrahim Obala, qui est donc le soutien de poids au président Paul Biya pour la lutte contre le coronavirus. C'est à lire dans le journal, disponible en kiosque ce matin. Voilà ce que la presse parue à notre rédaction nous propose. Et là, nous avons Donald Briscambre avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à Camille, que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir ce matin. Bonjour Camille Nelly. Xavier Vallon, donc bonjour Donald Briscambre, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision et toute ma sympathie à la famille musicale qui ne fait que perdre ces artistes. Et vraiment, avec le décès de Maman Guéa il y a quelques jours, on voit que les artistes, quelques jours seulement après Claude Dame, c'est Maman Guéa, c'est vraiment... Je leur donne beaucoup de courage. Et voilà. Donc la presse de ce matin revient également sur la question, notamment la nouvelle expression qui parle de fin de parcours de Guéa Laroute qui s'en est allé. L'artiste qui a subi justement de dures épreuves s'est enfin éteinte à Douala. Évocation d'une fin douloureuse, précise d'ailleurs le journal. Oui, depuis près de 10 ans, Maman Guéa était très souffrante, comme on le sait, et elle a été finalement amputée de ses 2 jambes avant son décès. C'était un décès dans des circonstances vraiment pathétiques, parce qu'on a vu comment cette voix majeure du landerneau culturel camerounais a souffert sur son lit d'hôpital, appelant par ailleurs à la solidarité de personnes, des âmes de bonne volonté. C'était très, très, très douloureux. On a envie de dire qu'elle allait se reposer. L'artiste ne meurt jamais, dit-on, que son âme repose en paix. Très bien. Alors, le sujet, également dans la presse ce matin, il y a l'affaire de la prison de Konengi avec le vice-président du MRC, coincé, carrément. L'audience d'hier, une fois de plus, a été renvoyée au 18 juillet 2020, à la suite de tout ce qu'on a pu observer. Les magistrats qui parlaient avec ces accusés, qui parlaient qu'anglais, s'il n'y avait pas... entente, je veux dire. Il y a des moments, Flavien Vallon-Dongo, où je me pose beaucoup de questions sur les magistrats et même sur les officiers de police judiciaire dans le traitement des dossiers qui leur sont confiés. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y en a qui prennent un malin plaisir, soit à compliquer la vie aux autres, soit à faire croire qu'ils sont omnipuissants, soit alors ils n'ont aucune considération du fait de la répercussion de leurs actes non seulement sur le public, sur l'image du Cameroun et sur l'image de la justice notamment. Vous savez, on a vu ici des magistrats rendre des décisions absolument tirées par les cheveux et qui n'ont jamais obtenu aucune sanction. On voit par exemple cette affaire, on se demande même pourquoi, même uniquement sur le plan d'un apaisement, on se demande comment le dossier par exemple de Bibixi, Manchou Bibixi, qui a été arrêté il y a 4 ans, et Manchou Bibixi a été arrêté tout simplement parce qu'il manifestait sur la voie publique. Comment est-ce que uniquement pour faire baisser la tension, on aurait pu le faire sortir depuis très très longtemps. On se demande pourquoi les militants du MRC, qui effectivement avaient manifesté, et peut-être même s'étaient soulevés à l'intérieur de la prison centrale de Konengi, pour dénoncer non seulement les conditions de leur peut-être séjour en prison, mais surtout de la lenteur de leur procédure, ce qui a abouti à une mutinerie. On se demande comment on ne peut pas essayer de dégonfler cette situation, les mettre dehors et en finir avec cela, plutôt que de laisser la presse revenir sur leurs cas qui sont tout de même pathétiques et sur les conditions dans lesquelles les dossiers sont traités. Moi, j'ai l'impression qu'ils regardent seulement leur petit nombril, ils ne regardent pas ce que ça a comme répercussion sur le plan social. Et c'est pour ça que Mamadou Mouta, par exemple, vice-président du NRC, qui a été arrêté dans le cadre d'une manifestation publique interdite. Bon, ok, il se retrouve en prison pendant qu'il est là. Il est impliqué justement dans cette mutinerie qui a eu lieu, qui s'est produite à l'intérieur de la prison de Konengi. Mais moi, je ne sais pas pourquoi.
on ne règle pas ce problème. On se dit, bon, on tranche sur le vif, on le laisse sortir plutôt que ramener ça tout le temps sur la place publique. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus pour se faire plaisir qu'ils maintiennent certaines détenus en prison. Et on le voit non seulement avec ces gars, toutes ces personnes qui sont détenues pour des problèmes politiques, mais même tous ces détenus que l'on appelle les détenus de luxe, dont les procédures sont traitées en longueur. Le cas de Amadou Vamouké, par exemple, détenu depuis 4 ans. Et dont le dossier n'a jamais été ouvert avec plus de 33 renvois. Donc, moi, j'ai l'impression que ces personnes qui sont chargées de la gestion de la justice et des affaires judiciaires, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt pour se faire plaisir qu'ils maintiennent les gens en prison, mais ils ne regardent pas l'intérêt, non seulement de... Ils suivent certainement des ordres. Les ordres, mais alors, si ce sont des ordres, ces ordres, ils devraient avoir le pouvoir de dire aux personnes qui leur donnent les ordres, essayons de dégonfler cette situation, sortons de cela. Ne maintenons pas toujours cela sur la fournaise. Entorse grave, selon bien sûr les avocats de Mamadou Mota et compagnie, dit la nouvelle expression ce matin. Oui, depuis la mi-septembre 2019, la justice a condamné Mamadou Mota, le premier vice-président du MRC, à 2 ans de prison, comme tout le monde le sait, dans le cadre de la mutinerie qui a secoué la prison centrale de Yaoundé le 22 juillet 2019. Et conformément à la loi, les avocats avaient 15 jours, me semble-t-il, pour interjeter appel, ce qui a été fait. Depuis lors, c'est la longue attente de renvoi à renvoi. Le dernier en date signale la nouvelle expression ce matin, c'était hier 15 juin. L'audience a été renvoyée au 18 juin. On a manifestement, et ça ce n'est qu'une couche qui s'ajoute à un amoncellement de faits qu'on pourrait lever jusque-là, on a manifestement l'impression que le pouvoir est bien déterminé à nuire de toutes les façons à cette formation politique. On voit très bien qu'au quotidien, les actes qui sont pris en direction de la formation politique, le MRC tendent à démontrer que c'est l'adversaire qu'il faut anéantir à tout prix et à travers les moyens judiciaires. Vous savez que la justice est l'un des derniers recours du citoyen lorsque tout est perdu. C'est la justice qui réconcilie, c'est la justice qui apaise, c'est la justice qui arbitre. Lorsque la justice est dans l'incapacité d'arbitrer, la société est aux abois et cela ouvre la voie à toutes sortes de crises. Très bien. Alors, c'est une crise, justement. Alors, on voit bien dans le journal, le traitement que le journal a réservé, justement, à cette autre actualité. C'est en page 3 de la Nouvelle Expression, qui parle également de cette affaire qui fait grand bruit depuis quelque temps aux États-Unis. Il tue son épouse et se suicide. Il s'agit d'un Camerounais qui a été exaspéré de voir l'image de son épouse dans les réseaux sociaux envoyée par de ses amants. Oui, l'affaire fait tant bruit depuis hier sur la toile. Il y a plusieurs versions qui circulent, mais celle que nous propose ce matin la Nouvelle Expression et qui est la plus cohérente, semble-t-il, c'est que c'est un Camerounais au nom de Tekam qui a fait partie son épouse, son amant à l'époque du Cameroun, avec qui il s'est marié par la suite. Aux États-Unis, il vivait tranquillement le couple et puis l'épouse a fait la connaissance d'un amant. Par la suite, les deux se sont accoquillés et puis la relation s'est développée. La femme a demandé le divorce. L'affaire était en instance. L'époux a mené toutes les tractations pour que la demande de divorce soit retirée par l'épouse, mais en vain. Il est même revenu au Cameroun voir la famille de la fille pour lui dire « Demandez à votre fille de retirer la demande de divorce parce que dans les conditions de la loi américaine et des lois occidentales notamment, lorsqu'il y a divorce entre une femme et un homme, le plus souvent c'est la femme qui a droit à tous les avantages, les maisons, le droit sur les enfants, ainsi de suite. La garde des enfants, il y a un certain nombre de privilèges qui reviennent à la femme et donc l'homme apparemment a perdu sa maison, il vient aux États-Unis, il a fait de gros investissements depuis environ 30 ans. Il a donc tout perdu après ce divorce-là. Il n'a pas digéré cela, il n'a pas digéré que la femme, en plus, vient s'installer dans la maison qu'il a construite avec un autre amant. Alors, crime passionnel, il a tué son épouse et lui-même s'est donné la mort. Comme il laissait... C'est dur d'avaler ça. C'est un crime passionnel, mais c'est un crime passionnel, c'est une réaction humaine, peut-être pas acceptable. Et bon, ça a été produit, ça a été commis par un être faible, mais un être faible qui a été poussé jusqu'au bout. Vous savez, les femmes que nous épousons parfois, nous ne savons pas jusqu'où ils peuvent nous mener. Et en parlant des États-Unis, par exemple, je connais aussi l'histoire d'un autre Camerounais qui aurait pu arriver aussi à la même extrémité. Un commissaire divisionnaire retraité qui a fait venir une Camerounaise en France, qui l'a épousée et à un moment donné qui a commencé à multiplier les infidélités
infidélité, il y a multiples infidélités. Elle allait demander le divorce. Elle a obtenu le divorce et maintenant elle est en train de vouloir jouir de tous ses biens, notamment une villa à Yaoundé ici. Ah, c'est une affaire, lui aussi il aurait pu arriver à cette extrémité. Donc moi je pense que vraiment, nous les hommes, nous devons faire attention quand nous épousons une femme et nous demander que, mais attends, si un jour elle me quitte, parce qu'il faut aussi penser, il ne faut pas seulement penser que tous les mariages se terminent comme dans les contes de fées, c'est-à-dire qu'ils vécurent heureux et ont beaucoup d'enfants. Il y a des mariages, beaucoup de mariages qui se terminent en code. On dit c'est pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Mais là, alors, ça s'est terminé par un pire, mais un pire qui était imprévisible. Et alors là, moi, j'ai dit que c'est un malheureux Camerounais, une âme faible qui n'a peut-être pas su, il n'a pas compris que la plus grande faute revient à lui-même. Voilà, c'est ce qu'on peut lire également dans la nouvelle expression de ce matin, en page 2 précisément. Le journal Le Messager parle plutôt du Conseil supérieur de la magistrature vers la fin de l'immobilisme. C'est une question que se pose le journal après la nomination du nouveau membre. Oui, le Conseil supérieur de la magistrature est l'instance qui gère la carrière des magistrats au Cameroun. Alors, cette instance qui est présidée par le chef de l'État et vice-présidée, permettez-moi le néologisme, par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, est censée se réunir chaque année. Parce qu'évidemment, il a admis que lorsqu'on maintient des magistrats à leur poste pendant un certain nombre de temps, cela alimente la corruption. Vous avez des dossiers pendant de haute corruption dans le secteur de la magistrature. C'est également la conséquence de cet immobilisme dont parle le quotidien Messager ce matin. Hier, donc, le chef de l'État a nommé quelques nouveaux membres. Il y a des membres qui étaient décédés, d'autres qui avaient atteint la limite d'âge, et ainsi de suite. Donc, il y a tout cela qu'il fallait régler. Il a nommé notamment un secrétaire permanent, le magistrat Oyarachi Miko, qui prend cette fonction en remplacement de Jean Fumanakam, qui lui est décédé également depuis janvier 2019, en tout cas début 2019, il me semble. Donc c'est une normalisation qui était attendue. On a souvent dénoncé l'immobilisme, on a l'impression, et là les faits ne nous démentent pas, on a l'impression que le capitaine en chef de l'immobilisme, c'est le chef de l'État, c'est-à-dire qu'on a une instance comme celle-là, de haute importance dans la machine judiciaire. On disait tout à l'heure que les magistrats qui mettent l'ombre à leur poste, cultivent la corruption, alimentent la corruption, nourrissent la corruption. Il en est des magistrats, ce n'est pas un cas particulier, il en est des magistrats comme il en est des recteurs, des ministres, des directeurs généraux qui, en violation de la loi, restent à leur poste pendant 10, 15, 20 ans pour certains, sans être inquiétés, sans être remplacés par le détenteur du décret. Donc c'est une normalisation qui était attendue. C'était aussi attendu parce qu'il y a 3 promotions d'auditeurs de justice qui sont sortis de l'ENAM, l'École nationale supérieure, l'École nationale d'administration et de magistrature, pardon, et qui attendaient d'être affectés, d'être déployés sur le terrain, qui attendent depuis des années. Est-ce que dans ces conditions-là, on peut espérer que la justice soit diligente, que la justice soit de bonne qualité? Évidemment que non. Alors, ça reste un souci, donc ça reste une véritable question. L'immobilisme, c'est la fin justement de l'immobilisme dans au Conseil supérieur de la magistrature? Pas seulement l'immobilisme, il y a l'opacité, il y a le manque de volonté, il y a le manque de professionnalisme, il y a la corruption, il y a même la méchanceté. Vous savez, il y a des magistrats qui rendent des décisions absolument tirées par les cheveux, qui ont même causé des drames dans ce pays, mais sans jamais être inquiétés. Il y a des magistrats qui condamnent quelqu'un sciemment en dépit de toutes les charges possibles, de tous les éléments possibles prouvant son innocence. Et il aurait été absolument nécessaire que le Conseil supérieur de la magistrature soit là justement pour avoir l'œil sur les magistrats, pour ceux qui travaillent mal, pour ceux qui rendent de mauvaises gestions et même pour ceux qui sortent absolument de leur cadre de travail pour céder aux délices de la corruption. Bon. Tout ce que jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'image de la justice soit absolument reluisante dans notre pays. On ne peut pas dire que par exemple ces magistrats qui sont en train de traîner un dossier capable de faire traîner un dossier pendant 4 ans. 4 ans. C'est-à-dire qu'il va de renvoi en renvoi. Et qu'on ne puisse pas lui dire, mais monsieur, il y a des conditions qui sont prévues par la loi pour le traitement d'un dossier à tel moment et tel autre. Alors, aujourd'hui, tout ce qu'on peut espérer, bon, il est vrai aujourd'hui que le grand public est en train de se dire qu'avec de nouveaux membres dans ce Conseil supérieur de la magistrature, ils peuvent peut-être apporter du sang neuf et ils pourront peut-être insuffler une nouvelle dynamique, mais est-il possible, puisque
je pense que le grand coup de fouet devrait venir du président de la République, qui est en même temps le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il ne suffit pas de nommer de nouveaux membres. Moi, je pense qu'il suffit, il faut absolument, il importe, non seulement de nommer de nouveaux membres, d'impulser. Impulser un nouveau souffle également. Un nouveau souffle, une nouvelle dynamique, et surtout maintenant de mettre le corps de la magistrature, de le mettre face à sa responsabilité, non seulement face à l'État, face au gouvernement, face au public et face à la justice. Donc, c'est bien beau, on applaudit tout le bien, on observait beaucoup de joie que beaucoup de personnes sont en train de festoyer depuis hier soir et d'arroser leur nomination, parmi lesquelles l'épouse d'un de nos confrères, que vous connaissez bien, à qui nous souhaitons bonne chance. Mais seulement comme nous disons, il ne suffit pas d'être nommé, il faut être proactif, il faut être capable de donner justement, de servir au mieux cette justice qui, en réalité, dont les Camerounais ne sont pas particulièrement contents ni fiers aujourd'hui. En tout cas, les lecteurs vont lire ce que le messager a réservé comme traitement à cette autre actualité qui fait grand bruit. Depuis quelque temps, quand même, on parle de cet immobilisme au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Devrait-on trouver la solution au plus vite? Ça reste quelques... Rien n'indique, mais alors rien. En tout cas, il y a tout de même un signe extérieur, mais lorsque vous avez la connaissance de la réelle politique camerounaise, vous comprenez très bien que il ne faut pas forcément s'attendre à ce que le Conseil soit convoqué dans les prochains jours. La presse a, dans les semaines précédentes, évoqué justement cet immobilisme, le fait que le Conseil ne soit pas réuni depuis près de 2 ans. Le chef de l'État, en tout cas les tenants du pouvoir semblent avoir perçu ce message et semblent avoir compris, mais rien n'indique que dans les prochains jours, ce sera convoqué. En tout cas, pour eux, il n'y a pas d'obligation. Voilà. Donc le messager est revenu sur cette question et bien d'autres tabloïds également. J'allais dire Cameroun Tribune également qui a proposé, parlant notamment de ceux du Conseil supérieur de la magistrature, de nouveaux membres élus. On parle bien sûr des titulaires, des suppléants et bien entendu le secrétaire permanent. Vous avez évoqué ces personnalités, en tout cas, ont été nommées à la suite du décret du chef de l'État. C'était hier. Autre chose à lire dans la presse ce matin, il y a le journal Émergence qui parle de crise anglophone. L'ONU fait le bilan de 3 ans de crise et fait constater que la situation reste la même et peut-être un peu plus grave, même si on ne parle plus trop de ces exactions enregistrées dans ces 2 régions. Oui, la crise du coronavirus a quelque peu éclipsé, a un peu fait oublier, entre guillemets, la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais cette tension-là se poursuit. C'est ce constat-là que les Nations Unies font. Il me semble que c'est le bureau Afrique centrale des Nations Unies qui constate que la guerre se poursuit et qui précise une fois de plus, comme c'est le cas depuis au moins 2 ans, que la solution politique est négociée semble être la plus réaliste, la plus cohérente dans le contexte actuel. Vous avez vu que depuis ces temps-ci, les attaques sont poursuivies. Vous avez suivi Kabamenda le week-end, il y a eu des coups de feu ça et là. Vous avez tout récemment l'assassinat du maire de Manfé dans le sud-ouest. Voilà des indicateurs que la crise se poursuit, même si elle est dominée depuis quelques mois par la pandémie du coronavirus. Le bilan ne fait que s'alourdir en termes de dégâts matériels, mais également de dégâts humains. On était à 2000 morts au décompte il y a 2 ou 3 mois. Il est clair qu'en faisant le point aujourd'hui, les dégâts sont plus importants aux grandes dames de la communauté nationale. Kamini, la situation reste davantage inquiétante dans ces régions. Elle reste inquiétante puisque les gens continuent de crépiter. Elle reste inquiétante dans la mesure où des jeunes, des Camerounais, jeunes ou vieux, continuent de perdre la vie tous les jours. Quand on parle de bilan, on fait un bilan quand c'est arrêté. Et on ne peut pas faire de bilan parce que sur le plan financier, ça coûte énormément d'argent au ministère de la Défense chaque jour. Sur le plan économique même, n'en parlons pas. Il y a tout un pan d'économie nationale qui est complètement dévasté à cause justement de cette guerre. Ne parlons pas de la CDC et des autres entreprises qui sont complètement à l'arrêt et qui ne pourront pas redémarrer de sitôt. Ne parlons pas de toutes ces activités commerciales et financières de ce côté qui étaient exercées par des personnes qui ont été obligées de fuir, de fermer boutique et de revenir et d'aller s'installer ailleurs. Donc le coût, moi je parlais plutôt du coût, pas de bilan, le coût est toujours là et chaque jour
il reçoit de nouveaux éléments qui s'amoncellent. Donc, c'est une situation très grave. Moi, tout le monde a toujours parlé de dialogue, et le dialogue serait bien la meilleure solution. Mais seulement, vous savez très bien qu'il y a des pays, surtout des pays, quand un pays est déjà dans le tourbillon de la guerre civile, parfois il est très difficile d'engager un dialogue. On a connu des pays qui ont connu 4, 5, 6, 7, 8, 9 dialogues, comme à côté de nous en Centrafrique, où il y a eu plus de 15 dialogues, mais après chaque dialogue, il y a toujours de nouveaux rebondissements. On espère tout simplement que le Cameroun trouvera suffisamment de ressources humaines et surtout mentales pour essayer de venir à bout de cette guerre civile qui consume chaque jour notre pays un peu plus. D'accord, c'est Émergence qui propose le sujet. L'ONU fait le bilan de 3 ans de guerre dans les régions anglophones. Vous aurez l'occasion de parcourir également le traitement de cette actualité. Il y a Mutation de ce matin qui parle de diplomatie avec le mystère Guilou. Oui, la une Mutation ce matin dresse un peu le statut particulier de l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilou. Vous savez qu'il a eu, Mutation le relève ce matin, une forte activité diplomatique depuis ces derniers mois, reçu en audience alors que des voix s'élevaient pour dénoncer la nonchalance avec laquelle le chef de l'État camerounais gérait la crise anglophone, étant quasiment absent alors que tous les États du monde, ou presque, avaient pris la parole publiquement pour fixer le cap, mais également rassurer les citoyens face à cette erreur mondiale. Le chef d'État camerounais ne s'était pas encore exprimé. Là, on était, je crois, en début avril. Le chef de la diplomatie française, Christophe Guilou, a été reçu en audience le 18 avril. Il est sorti de cette audience, alors qu'il y avait par ailleurs des rumeurs sur un décès du chef de l'État. Il a plutôt exprimé face à la presse, il a pu indiquer face à la presse qu'il avait rencontré un homme toujours aussi alerte, pour reprendre ses mots. Alors, par la suite, il est reçu à Actualité Hebdo, une émission dominicale sur la CRTV, où il revient amplement sur cette audience, au cours de laquelle ils ont évoqué la crise anglophone, la crise sanitaire, mais également le soutien de la France dans ce contexte de crise. Mais également, il faut être plus, été reçu en audience, alors que l'affaire Bouazizi, du nom de notre confrère qui est décédé en circonstances troubles à Yaoundé, à l'hôpital militaire de Yaoundé. L'ambassade de France est revenue après une audience avec le chef de l'État en indiquant que le chef de l'État, il a obtenu du chef de l'État camerounais qu'une enquête soit ouverte sur le décès de notre confrère. Ce sont ces constats-là que Mutation relève ce matin en indiquant que le chef de la diplomatie française a désormais un statut manifestement particulier auprès du chef d'État camerounais, passant... Un peu comme son communicant. Passant, non seulement comme son communicant, le journal va plus loin en disant qu'il semble être le porte-parole, entre guillemets, de la présidence du chef de l'État camerounais. Alors, le journal dans le micro a une analyste politique, chercheuse en sciences politiques. C'est le jeu de l'influence. Vous savez que nous sommes dans un double contexte. Un contexte de montée en puissance des puissances autres que les puissances classiques, la France sur le Cameroun, vous avez la Chine, la Russie qui arrive, mais également un contexte de succession. Vous savez que, qu'on le dise ou pas, le chef d'État camerounais est en fond de règne et il y a ces jeux qui se mettent en place et les puissances coloniales, notamment la France, se bousculent et cherchent à avoir un mot à dire. Ok. Alors, c'est le titre de Mutation ce matin qui parle du mystère Guilou, qui le présente un peu comme étant désormais le communicant du palais. Oh, je ne pense pas. Je pense que c'est une vision un peu excessive. Disons qu'on remarque effectivement que M. Guilou est de plus en plus présent dans les médias camerounais pour démontrer qu'il a l'occasion de rencontrer régulièrement. Est-ce qu'il prépare l'opinion sur un certain nombre de faits? On peut le dire? Il peut. Est-ce qu'il peut préparer l'opinion sur un certain nombre de faits? Je ne sais pas. Il peut peut-être essayer de redonner une autre vision, des choses par rapport à sa position de diplomate et surtout de représentant d'un pays ami dont les relations, vous savez très bien, ont été quelque peu problématiques il y a quelque temps avec cette sortie tonitruante du président Macron dans un salon d'agriculture. Et bon, moi je pense que c'est une façon aussi de rattraper un peu la suspicion qui a existé entre
Paris-Yaoundé. Mais là, quand, par exemple, Guy avait dit qu'il a obtenu de Paul Biya l'ouverture d'une enquête, moi je pense qu'il est sorti en disant que le président a ordonné une enquête. Je ne pense pas que ce soit lui qui soit allé demander à Paul Biya que Paul Biya fasse une enquête. Moi je pense que ce serait aussi un peu trop infantiliser notre gouvernement. Mais moi je pense que ce soit lui qui l'annonce d'abord et que ce soit annoncé par la suite, cela prouve qu'il suit au plus près l'actualité au Cameroun et surtout la situation assez sensible qu'il y a dans notre pays. Donc, mutation qui le met à sa grande une ce matin, se pose effectivement des questions et demande aux gens de bien regarder ce Guilou qui est de façon un peu trop présente sur le devant de la scène depuis un certain temps. D'accord. Alors, j'allais dire également, il y a un sujet qui fait le tour de la presse également ce matin. Il y a la nouvelle expression qui parle de Bomono Bambengue, avec cette vive tension sociale. Les villageois revendiquent donc des hectares de terre indûment ventilés. La police a d'ailleurs été présente pour calmer les ardeurs de ces populations. Et le jeune enquêteur est revenu également pour parler de ces 3 chefs recherchés et traqués par la suite des populations en ébullition, carrément. Oui, j'ai parcouru un peu cet article de la nouvelle expression qui a campé hier à Bomono, dans l'arrondissement d'Ibombaré, dans le département du Mungo. Et la nouvelle expression a constaté qu'il y avait une vive tension avec un déploiement important des forces de police, notamment les ESIR et d'autres forces spéciales de la police qui ont été mobilisées pour étouffer cette manifestation des populations qui sont remontées contre l'expropriation, disent-elles, de leur terre de ce côté. Vous savez que l'accès au foncier est un indicateur de puissance à la fois économique et politique chez nous. Et c'est souvent, l'accès au foncier se fait souvent avec des abus, des dérapages, des dérives incroyables, souvent au mépris des populations qui sont parfois installées là depuis de nombreuses années. Avec la loi sur le foncier donne un certain nombre d'avantages aux populations riveraines, à celles qui sont là. Le droit coutumier, c'est pour ça qu'il est toujours aussi en vigueur chez nous. Et le plus souvent, les autorités, par la puissance politique, la puissance économique, outrepassent le plus souvent avec des complicités de certaines autorités traditionnelles, outrepassent ces lois-là et exproprient les domaines sur lesquels les populations riveraines peuvent avoir des droits. D'accord. Alors, Kamini, on voit bien qu'il y a de plus en plus de tensions concernant la question foncière au Cameroun. Non seulement au Cameroun, d'ailleurs vous avez vu avec cette montée d'adrénaline du côté du peuple banen, avec cette ère entre les départements d'une CAM et du Mbamenoubou. Mais du côté de Bomono, c'est très très grave depuis un moment, et d'ailleurs la presse en parle de plus en plus. On a parlé de cette histoire de chef traditionnel, d'un faux chef traditionnel qui est venu démontrer que lui, qui a tout fait pour se faire installer chef de 3e degré, en brandissant une foule extraordinaire de faux papiers. Le dossier a été monté, il y a eu même, l'autorité administrative au départ avait reconnu le caractère absolument faux de ces documents. Malheureusement, l'autorité administrative du côté de Mungo a tout fait pour l'installer. Conséquence, il y a eu énormément de troubles. Et maintenant, en fait, on a fini par comprendre que le fond de toute cette bataille, c'était quoi? C'était pour la bataille de la rétrocession de 207 hectares de la Socrapalme aux populations riveraines. Maintenant, malgré ce différent de la chefferie, de la fausse chefferie qui est en train de calciner, et d'ailleurs, à propos duquel nous avons entendu dire que le sous-préfet aurait fait un rapport confidentiel détaillé de faux chefferie et a obtenu 82 hectares. Ok, alors je vais terminer avec ces 82 hectares. Oui, il faut terminer parce qu'on laisse le soin. Oui, mais c'est pour cela que les populations sont remontées et exigent non seulement que ce faux chef ne fasse plus entendre parler, que les 82 hectares soient restitués, et surtout parce que ces 82 parmi les personnes qui ont profité de ces 82 hectares, il y a ce qu'on appelait des facilitateurs, alors que c'est le ministre qui avait donné des instructions pour que cette terre soit rétrocédée. Très bien, la presse est donc largement réunie sur cette question. Vous aurez l'occasion de lire et de comprendre de quoi il est véritablement question. Merci à vous, chers messieurs. Bon retour et à demain 9h20 pour la 3e de la semaine. Bonne journée à tous.